Bonjour à tous, bienvenue dans le portrait de la semaine. Vous connaissez l'émission. Dans ce face-à-face, un invité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un humoriste bien connu des Français. Bonjour Jean-Marie Bigard. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? Bien, très bien. Très bien installé. Je reviens du Brésil, je suis nickel. J'ai bien dormi avec le décalage horaire. À 10h, tu tombes dans ton assiette le soir. Ouais. Et à 7h, tu es debout et tu attends que les magasins ils ouvrent. Donc j'ai fait de la marche et je me suis occupé de moi. J'ai mangé léger, j'ai fait du sport et donc je suis en pleine forme. Alors on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Vous êtes né à Troyes et enfant, l'école n'était pas un univers que vous appréciez particulièrement, un peu par cet esprit d'enfermement. D'ailleurs, à la maison, vous écoutiez en boucle des disques de Robert Lamoureux Oui, et oui. vous vous amusiez en classe à les reproduire. À cette époque, faire rire, est-ce un moyen de faire passer le temps plus vite? Non, c'est juste que c'est comme si Robert Lamoureux m'avait donné son jouet et j'avais le droit de jouer avec, quoi. C'est-à-dire que je lui ai dit de son vivant, Robert, je t'ai tout piqué, tu m'entends, tes intonations, les ruptures, tes ellipses, tes gags à tiroir, ta vitesse. Je t'ai tout pris. Mais il me dit, tu m'as rien pris du tout, tu l'avais en toi, sauf que je me suis amusé dans ma longue carrière, qui a plus de 30 ans, vers mon 7e spectacle, un truc comme ça, je me suis amusé d'abord à dire, tiens, je vais vous faire 7 minutes de Robert Lamoureux. Et les gens croisaient les bras, tu vas voir comme c'est bizarre le public, et ils n'étaient pas contre, tu vois, bon, ils écoutaient, ha ha ha, bon, bien, voilà. Et Pierre Palman, mon ex-ami, qui m'a traité d'humoriste lambda il n'y a pas longtemps. Mais Dans l'émission, on n'est pas couché. Ouais, mais je m'en branle un petit peu, hein, c'est une erreur de jeunesse. Et il me dit, mais non, tu ne dois pas te dire ça, tu dois le faire, et tu le dis après. Il m'a donné ce conseil merveilleux. Le lendemain, j'ai fait les 7 minutes, tout le monde dépouillé de rire, à se manger les genoux. Et seulement après, je disais, bah, voyez, mesdames et messieurs, les 7 minutes que je viens de vous faire, ça a 45 ans, exactement. C'était Monsieur Robert Lamoureux. Ah. Et seulement après, je faisais un petit poème. Je dis, si vous avez 2 minutes 15 à me consacrer, je voudrais vous réciter un petit poème de Robert Lamoureux que je trouve extraordinaire sur la fatigue. Et je récitais l'éloge de la fatigue de Robert Lamoureux. Et je lui dis, mais c'est... J'ai dit, Robert, c'est du Cyrano de Bergerac, toi, c'est un alexandrin. Et il me dit, tu crois pas si bien dire, parce que j'ai écrit ce poème après avoir vu Cyrano de Bergerac au Sarah Bernard. Et les alexandrins me couraient dans la tête, je pouvais pas dormir. Et à 6h du matin, j'ai pondu ce poème. Oh, c'est un petit peu pompier, me dit-il. J'ai dit, putain, Robert, je veux bien écrire pompier comme toi. Une grande histoire d'amour avec ce mec à qui je dois tout, qui m'a donné très jeune des outils extrêmement efficaces, très tranchants, tu vois, qui à coup sûr faisait rire. Et je connais tout le répertoire de Robert Lamoureux absolument par cœur. Et à l'école, c'est vrai que je me distinguais. Dès que le prof partait, je montais sur le bureau carrément et je déballais du Robert Lamoureux pour le plus grand plaisir de toute la classe et qui me réclamait. J'avais déjà des holas dans la classe à partir du CM2, tu vois. Et ensuite, 6e, 5e, j'étais la star avec mon Robert Lamoureux. Alors c'est vrai que plusieurs personnes disent ne pas aimer votre adolescence, mais vous avez confié dans l'émission Folie passagère sur France 2 que vous aimeriez encore aujourd'hui avoir 13 ans. Ah mais je le dis, je le disais d'ailleurs dans un de mes spectacles, si une fée arrivait maintenant et qu'elle me dise « Monsieur Bigard, vous avez une année à revivre », je dirais 13-14. 13-14. Le moment, mais milliardaire, comme je ne le serais plus jamais de ma vie. Dieu sait si j'aime mes enfants, mes 2 petits jumeaux, mon grand-fils qui est au Brésil, que je viens d'aller voir. Ils sont aussi importants que ma vie et ma femme, bien sûr, Lola.
mais je ne serai plus jamais aussi heureux que l'adolescent de 13 ans que j'étais. J'étais déjà un homme, aucune responsabilité, tu as 13 ans, un petit peu d'argent de poche, même si mes parents étaient pauvres, j'avais tout pour être absolument l'homme le plus heureux du monde sans avoir aucun souci du lendemain. Donc moi, la puberté, tout ça, j'ai vécu ça avec un bonheur absolument incroyable qui me porte d'ailleurs toujours. Je rebondis constamment sur ce bonheur d'avoir été une star, tu m'entends, dans la cour de récréation, bien pire, bien mieux, bien plus grandiose que quand j'ai fait le Stade de France pour 52 000 personnes et que dans la même année, j'ai fait 19 zéniths, ce que personne n'a jamais accompli, tu vois. Un bonheur total. Quand vous rejoignez Paris, vous avez un rêve, c'est le théâtre de Bouvard. Et pendant 6 mois, vous attendez d'ailleurs Philippe Bouvard à l'entrée des locaux, et à chaque fois des refus. Mais un jour, un sketch est retenu avec l'animateur Tex. Alors il vous propose de rester dans l'ombre et pas dans la lumière. Est-ce à ce moment-là que vous vous êtes dit que pour vivre de votre passion, il fallait être persévérant, Jean-Marie Bigard? Oui, c'est ma grande devise, celle que je donne à tous les gamins qui nous regardent. Ce ne sont pas ni les plus grands ni les plus forts qui gagnent. Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ne s'arrêtent jamais. Et moi, je ne m'arrête jamais. Et à cette époque-là, je te jure, j'en ai plein le cul, vraiment. Hein. En fait, tu as juste inversé dans mon histoire. D'abord, je suis arrivé avec Tex, et on a tout de suite été pris par Bouvard. Et ensuite, j'ai ramé pendant 6 mois à l'attendre au début du studio Gabriel. J'attendais qu'il arrive le matin. Et donc, il ne s'arrêtait jamais. Hein. Il continuait à marcher. Hein. Tu dis, Monsieur Bouvard, j'ai une idée de sketch, ça serait le mec, machin, non, non. Trois idées sur 8 mètres de marche. Non. Sinon, un instituteur, non. Et la maîtresse qui, non. Et quand il ressortait, je préparais 3 autres thèmes. Et il ressortait, on faisait les 8 mètres dans l'autre sens. C'est non. un éboueur, non. C'est une pute qui, non. Non. 6 mois. Et un coup, qui est fait pas comme un autre, j'ai dit, c'est le gamin qui ramène ses notes à la maison. Oui, montrez-moi ça dans 1 heure. Ah. Montrez-moi ça dans 1 heure. À la fin, je finissais par lui proposer n'importe quoi, ça devenait presque drôle. Et tout d'un coup, les notes, il a dit, oui, vous montrez ça tout à l'heure. Et il fallait lui montrer ça tout à l'heure. Donc il me détestait, c'était épidermique, il ne pouvait absolument pas me saquer, il devait être fatigué de voir ce mec, ce campagnard que j'étais, l'attendre, guetter comme le chat guette la souris, tu sais. Il attend, et là il y a le trou de la souris, elle va sortir. Donc je guette, elle va sortir, et quand elle va sortir, clac, je vais l'attraper. Donc il devait être extrêmement irrité, je devais avoir de l'urticaire géant de voir que j'insistais comme ça, quoi. Alors je me suis mis à écrire d'autres sketchs que les autres ont fait, et il y a eu un moment, j'avais écrit un sketch sur un pastiche de western qui était très très drôle. Il y avait 8 comédiens, tous étaient très contents, j'avais donné vraiment un rôle sympa pour chacun. Et je regarde les auditions, donc, quand il auditionne les sketchs, et là, il se lève, il dit, mais mes enfants, on tient un truc énorme, ok? Alors, il dit, là, je veux que vous me fassiez au moins 6 minutes avec ce sketch. Et moi, dans ce sketch, je m'étais mis quand même un petit rôle, j'essayais de passer le pied dans la porte, où je faisais salut, et je m'en allais, tu vois. Et comme ça, j'ai touché le cachet. J'avais joué un sketch, je sais plus combien, c'était en francs. À l'époque, le passage devait être à 1000 francs, un truc comme ça. Mais moi, avec 1000 francs, je bouffais le mois entier. J'étais tout seul, j'avais que moi à penser. Je mangeais 2 œufs le matin, un Mars l'après-midi, et puis rouler casquette, tu vois. Et là, il réunit les comédiens, il dit bah, c'est formidable, c'est vachement bien, mais pourquoi vous travaillez avec lui, là? Pourquoi vous travaillez avec lui? Et ils lui disent, ben, Monsieur Bouvard, parce que c'est lui qui a écrit le sketch. Ah, ouais, d'accord, ouais. Mais évitez
de travailler avec lui. Et pourtant, le sketch était Et génial. donc moi, j'évitais les objets contondants, j'essayais de ne pas me donner la mort dans le caniveau d'en face, tu vois, parce que c'était très dur d'être méprisé à ce point. Et voilà quoi. Et puis ensuite, il y a la classe qui arrive. Et là, tu allais certainement me poser des questions. Exactement. Mais là, je vais le faire, Nicolas. De temps en temps, fais un plan sur Nicolas qui m'écoute. Hein, comme ça, il a au moins, tu vois, qu'il n'ait pas un emploi fictif. Tu vois. Et donc, je fais la classe, je rencontre Laurent Baffy, je fais 200 sketchs. Ouais, je fais 200 sketchs avec lui dans la classe et on écrit mon premier one man show, j'allais dire one woman parce qu'en ce moment je joue nous les On va en femmes. parler. Ah, mais, et donc qui s'appelle Vous avez 10 bigards. Il se passe un truc merveilleux que je sais pas si tu m'aurais si tu avais prévu de me poser la question de qui a fait l'affiche de Vous avez 10 bigards. Tu n'avais pas prévu? Non, parce qu'on Alors, va je regarder vais une petite vidéo souvenir d'ailleurs. De ça. Ah, Bah, d'accord. allez-y, hein, allez-y. Mais je peux te raconter? Bien sûr. Donc je suis fou amoureux de Georges Wolinski, bien sûr, d'où ma peine au moment des attentats. C'est vers, je peux te dire, les élections, c'est avant donc les élections de 81. Et je fais une thérapie à ce moment-là, je fais une dynamique émotionnelle de groupe qui a fait que je suis devenu Jean-Marie Bigard, que j'étais déjà, mais je me suis approché de moi. C'est ça le principe d'une thérapie de groupe, une thérapie de groupe émotionnelle. Donc on ressent, on ne cherche pas à analyser ou à comprendre, mais à ressentir. Et j'apprends dans cette thérapie qu'au lieu de dire, comme je faisais avant, je vous demande pardon, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité pour que je parle à monsieur Wolinski, le Nouvel Obs, parce que comme je suis comédien et que je cherche quelqu'un pour faire mon affiche, j'aurais voulu que... Et j'apprends en thérapie, grâce à Étienne Jalinck, mon Étienne à moi, qui dit frappe à la porte, on t'ouvrira, c'est presque biblique. Demande, simplement. Ne t'excuse pas de demander. Alors tu sais ce que je fais? Non. Je prends mon téléphone, j'appelle le Nouvel Obs et je dis « Wolinski, s'il vous plaît ». Et on me répond « Ne quittez pas ». Ah. Tu vois ce que je La veux dire? persévérance, on en parlait à l'instant. Ouais. Et le passage là, la demande directe, « Wolinski, s'il vous plaît ». Donc personne ne peut dire, on m'aurait jamais passé Georges Wolinski, j'avais dit « Je vous demande pardon madame, mais voilà, je suis un jeune comédien, j'aurais voulu que… » Elle aurait déjà raccroché avant même que je lui demande. Est-ce que je peux parler à M. Wolinski? Non. Personne ne dit Wolinski, s'il vous plaît, sans être obligatoirement un intime de Wolinski. Donc, pour ouvrir la porte qui est là-bas, il faut déjà en ouvrir 3 ou 4. C'est les secrétaires, les machins, le mec d'un. Et tu accèdes direct à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Wolinski, s'il vous plaît, ne quittez pas. Merveilleux. 3 secondes après, oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'appelle Jean-Marie Bigard, je fais un one-man show au point virgule et je désirerais plus que ma vie que ce soit vous qui fassiez mon affiche, parce que je vous adore. Un petit silence. Ouais. Et il me dit, je dis, si vous voulez, je peux vous déposer une cassette, la grosse cassette comme ça, tu vois, des trucs. Donc j'ai enregistré mon spectacle avec les moyens du bord. Et ben il me dit, amenez-moi votre cassette. Je saute sur le Solex que j'ai acheté 30 francs. 30 francs et Laurent Baffy 50 francs, une mobilette bleue qui ne démarrait jamais. Et moi j'ai acheté un Solex. Un Solex, il démarrait bien, mais il ne me tirait pas. Il fallait vraiment que je continue à aider le moteur. J'y vais, je dépose la cassette au bureau du Nouvel Obs. Et j'en ai les larmes aux yeux parce que quelques jours plus tard, Wolinski m'appelle et me dit, je ne sais pas quand ni comment, mais c'est moi qui fera votre affiche. Ah. Et il me fait mon affiche avec les cheveux tout droits sur la tête. Un beau Pardon, je suis un souvenir. peu émotif. Hein. Non, mais c'est un beau souvenir que vous me faites partager. Et donc, magnifique, quoi. J'ai ma belle affiche jaune
signé Georges Valinsky. Vous avez dit Bigard. Il m'avait fait un petit hérisson. Oui, je me sur souviens la tête. de cette affiche. On va justement regarder une petite vidéo souvenir. Avec plaisir, Nicolas. Le temps que je m'éponge un petit peu. On parlait justement de la classe avec effectivement ces 200 sketchs avec votre ami Laurent Baffy. L'extrait qu'on va regarder tout de suite, c'est un souvenir de cette émission où vous jouez un sketch qui s'appelle Les stages de survie. On lui fait un petit truc sur les stages de survie. Vous savez que ça revient plein à la mode. Oui, c'est bon, ça, c'est bien. Très bon. Alors, comment ça se passe à peu près, hein? Bon, alors, les gars, ça fait 5 jours maintenant qu'on passe dans la forêt ensemble. Alors, on va s'arrêter parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous signaler. Hein? Bon, alors d'abord, je vous rappelle le principe de ce stage. Hein? On part dans la forêt tout seul et on se démerde dans la nature pour manger, boire, dormir et même se soigner. Hein? Bon, alors par exemple, Charles-Édouard, tu remballes ta carte bleue puis ton chéquier parce qu'ici, ça te sert à rien. Hein? Ça suffit. Bon, alors, de toute façon, la nourriture est partout autour de nous. Tu as Michel, par exemple, à tes pieds, tu as des pissenlits, bah, tu les ramasses, bah, c'est très bon, Michel. Hein? Tu viens de pisser dessus. Mais tu le fais exprès, Michel, ou quoi? Magnifique, hein. On avait mis au point avec mon frère, mon Laurent, Baffy, les briefings. Parce que quand j'ai rencontré Laurent, l'émission était très loin d'exister. C'était en réunion, il me semble. C'est une réunion, et lui, il avait écrit un sketch, Bravo les mecs. C'est un mec qui arrive à la mi-temps d'un match de foot. Il arrive, il dit Bravo les mecs. Hein. 9-0 à la mi-temps, c'est un record. Hein. Alors donc, c'est pas foutu, on y croit, on va le gagner ce match-là. Et puis, il interpelle tout le monde. C'est à pisser dans sa culotte de rire. Je tombe amoureux de Laurent, quoi. Toi, qui dit c'est pour me faire chier que tu as marqué un but contre ton camp. Ah, tu voulais passer la balle au gardien parce que t'appelles ça une passe? Tu l'as fusillé à bout portant, mon vieux. Pourquoi tu passes tout le temps la balle à Minovic? Mais je me fous que ce soit ton cousin, Minovic. Je te rappelle que Minovic, il joue contre nous, Minovic. Ça me faisait pisser dans mon froc. Et donc, j'ai tout fait pour qu'on soit amis et je l'ai invité à venir me voir au point virgule. Il avait son perfecto, beaucoup de cheveux, donc tu vois, méconnaissable. Et à la fin de Pièces détachées, que je jouais, qui est ma première pièce, que j'ai joué, il a fait ça, quoi. Comme un petit connard, il est, que j'adore. Et on est devenus plus que des amis, des frères. Et maintenant, c'est jusqu'à la mort. Et ça se rapproche, d'ailleurs. Hein. On a l'impression que ça va arriver dans pas longtemps, des fois. Et voilà. Et pour te finir, donc ce spectacle, vous avez dit Bigard, avec mon affiche de Georges Valinsky, les mecs de chez Bouvard décident d'emmener Philippe Bouvard pour qu'il vienne me voir sans lui dire autre chose que ça, on voudrait t'emmener voir un petit jeune. Quand je passais mes auditions chez Bouvard, j'avais les cheveux, on me confondait avec Serge Lama, vraiment, avec la coupe au carré, j'étais presque le sosie de Serge Lama. Et quand on était autour des studios, les gens dans la rue faisaient « Ah, monsieur Lama !» Parce que comme il y avait des vedettes qui étaient censées être à cet endroit-là, la confusion se faisait encore plus facilement, tu vois. Et il vient au point virgule, et il ressort du spectacle, il a dit « Ce mec va aller très loin, très très loin. » Et c'est le cas. Et il m'a pas du tout reconnu, pas une seconde. Il s'est souvenu qu'il m'avait chié dessus pendant 6 mois. Encore la persévérance, ne jamais s'arrêter. C'est vrai que petit à petit, les salles se remplissent. Alors c'est vrai que vous avez eu un spectacle qui s'appelait 100% tout neuf, aussi Bigard met le paquet. Vous battez Bigard met le paquet, c'est là que que ça a décollé. J'ai un échec avec mon premier film. Malheureusement, tu vois, que j'ai réalisé un peu trop tôt. J'étais un peu frais et tout. L'histoire était très belle. Le scénario fantastique, mais bon, j'étais un peu frais. Et le film n'a pas marché. Il a fait à peine 100 000 entrées. Il s'appelait L'âme sœur. Et après, donc, j'ai envie de mourir. Et comme je sens que je vais y arriver à mourir, il y a une petite clochette qui fait ding ding ding. Qui me dit non, là, faut que tu remontes sur le cheval. Et puis, il faut que tu mettes le paquet. Et du coup, le spectacle s'est appelé Bigard met le paquet. J'ai un slip kangourou comme affiche sur un cadre noir. Un beau slip kangourou. Et j'ai dit, allez hop, j'y vais, je fonce. Et je fais tout ce qui me fait plaisir à moi, je m'en branle. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou, tu es en train de te suicider. On va t'appeler bite poil couille. Pipi caca, c'est ça tu veux faire, pipi caca? Et je dis, moi j'en ai rien à branler, c'est ça que je veux, c'est ce qui m'anime.
Les mêmes, quelques années après, m'ont dit « n'arrête jamais de faire ça ». Parce que quand toi tu le fais, ça fait pas mal. Et donc, Bigard met le paquet, on est au mois de juin. J'ai déjà écrit avec Laurent Le Lâcher de Salope, que je commence à balancer dans les bars et dans les endroits où je suis. Tout le monde pleure de rire avec ce sketch qui est quand même extrêmement gonflé, quoi. Parce que même si je défends bec et ongle ce sketch maintenant en disant qu'il montre la pitoyabilité du chasseur quand on remplace le gibier par le beau sexe. C'est une attaque en règle contre les hommes, contre ces chasseurs. Tu vois, qui sont tous des gros connards qui puent de la gueule, qui ont des petites bites et qui veulent que baiser quelqu'un, quoi, une gonzesse. Voilà. Et donc, moi, je montre ce tableau-là, quoi. Et puis, sans filtre, hein. Sans filtre. C'est drôle parce que Sans filtre, c'est le titre de la dernière pièce de Laurent Baffy. De Laurent Baffy. Mais qui voulait écrire d'ailleurs pour moi au départ, mais bon, j'avais ma tournée et tout, j'étais trop occupé pour le faire. Mais pour te dire, et au mois de septembre, mon frère Jean-Pierre, qui à l'époque s'occupe de mes affaires, maintenant il se débrouille très bien tout seul. Il a 2 théâtres et c'est le plus beau, le plus merveilleux directeur de théâtre de Paris, dans ce monde de brutes. C'est lui, c'est une fleur, un délice total, un ange tombé du ciel. Il me dit, écoute, on est en septembre, hein, je démarre au Bataclan en janvier. Et il me dit, j'éclate en sanglots, il me dit, je crois qu'on a vendu déjà 40 000 places. Ça a été très vite, effectivement. 40 000 places en septembre pour janvier. Quand j'attaque le Bataclan en janvier, je joue jusqu'à fin mai, il n'y a plus que quelques places pour la dernière quinzaine de mai. Ça fait rêver, hein. Le 15 janvier, j'ai vendu les 110 000 places du Bataclan. Le mec, il arrive le 15 janvier, il dit « Comment ça, il n'y a plus de place ?» Alors mettez-moi sur le mois de février. Mais il dit « Non, il n'y a plus de mois de février, il n'y a plus de mois de mars. » Il n'y a plus rien à vendre. C'est mon grand décollage. À partir de ce stade-là, je ne fais que battre des records jusqu'au Stade de France. On parle justement du Stade de France, parce que, parlant de stade... Là, tu sautes une belle tranche, hein, parce que j'ai fait Bercy. Oui, effectivement. Mais vous remplissez quand même ce fameux Stade de France avec quand même plus de 50 000 spectateurs. 52 000. Et 52 000 avec le spectacle. Tu sais pourquoi je te dis 52 000 ? C'est que 2000, c'est l'Olympia 2000, tu vois ? Ouais. Donc, faut pas déconner avec les chiffres. Avec les chiffres. Quand on me dit, t'as fait 50 000, je dis non, j'ai fait 52 000. Parce que c'est effectivement... Oui, 2000, c'est l'Olympia, mon vieux. Ouais. T'imagines ? Avec des animaux et des hommes. Avec des animaux et des hommes. Et je fais, dans les 12 mois qui précèdent ce fameux 18 juin 2004, je fais 19 zéniths dans la même année. Ce qui est un record absolu qui... Ça veut dire 20 fois 5, ça fait 100 000. Ça veut dire je vends 100 000 places dans l'année et les 52 000 du Stade de France. Et quand les gens n'y croyaient pas. Ils ne pouvaient pas croire qu'un mec tout seul pouvait parler et faire rire 52 000 personnes. C'était techniquement injouable puisque ça ne s'est jamais fait au monde. Jamais au monde. Je ne parle pas de chanter, hein. Chanteurs, ils arrivent, ils font payer 500 balles la place, ils font des hold-up, ils ont 2 tours de lumière, 2 timbres-postes d'écran, ils mettent le micro là pour pas qu'on voit la bouche, et les gens reçoivent la chanson quand ils la reçoivent. Mais une conversation, c'est un mot, un rire. Ouais. Tu marches sur le rire, boum, une autre vanne. Tu remarches sur le rire, boum, une autre vanne. Et pour faire ça, il faut mettre tout le monde à 20 mètres du son. Il faut que tout le monde soit à 20 mètres du son. Sinon, tu ne peux pas faire rire une foule en étant du bord de scène au dernier rang à 198 mètres du dernier rang du stade au rang de scène. Je cherche, je ne trouve pas. On a déjà vendu 25 000 places. Je ne trouve toujours pas techniquement. On essaye de se dire on va suspendre. Mais pour suspendre 1 tonne de son au-dessus de 50 000 personnes, je ne te dis pas ce qu'il faut. Il faut mettre 18 tracteurs de 50 tonnes de chaque côté, avec des câbles comme ça, pour la sécurité, pour tout. C'est injouable. Et, bien justement, et un jour, non, parce que je vais te finir quand même, parce que pour que nos spectateurs soient contents de savoir comment j'ai eu le génie pur
Et pourquoi je suis le seul au monde? Il m'envoie à la sécurité du Stade de France qui, à un moment, disent tu sais, je crois qu'il faut renoncer. On va rembourser les gens, mais il faut renoncer. Ah bon. Mon équipe dit il faut renoncer. Tu vois bien, ça va être un vrai cauchemar. Tu vas parler, tu vas dire une phrase, il va falloir que tu attendes une demi-heure, qu'elle soit assimilée pour dire une autre phrase. C'est injouable. C'est techniquement injouable. On me demande de renoncer. Mais la persévérance dont on parle depuis le début fait que je dis, bah non, je vais quand même continuer, moi, à chercher. Et je reçois le plan de sécurité du Stade de France qui m'oblige, étant donné que les gens, les 12 000 de la pelouse, c'est le maximum. Il n'y a pas 12 001 personnes sur la pelouse assise en siège. C'est 12 000. 12 000, ouais. C'est pas un siège de plus. Et quand il m'envoie le schéma, je regarde, on croirait une bande dessinée d'Astérix et Obélix, les légions, tu vois, les légions romaines. Tout à fait. Tu vois les carrés, Ouais. les légions, tu vois les espaces qu'il y a entre les carrés. Entre les carrés. Tu vois, dans toutes les paquets de 50 ou 200 soldats, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui sont rangés, taillés au rasoir, comme ça. Et on m'exige des allées de 5 mètres entre chaque carré de siège, qui font à peu près 10 mètres sur 20 mètres. Ah oui. Et je vois ces carrés là, ces légions, comme des légions romaines. Je regarde le plan et je dis j'ai trouvé. Il dit t'as trouvé quoi? J'ai dit on va sonoriser carré par carré. Je fais fabriquer 97 baguettes de son. C'est des baguettes, comme si tu veux, comme un néon mais plus large quoi, disons 10 à 15 cm sur 2 mètres de hauteur. Sur un pied, la baguette elle est inclinée à 45 degrés. Et elle fait un carré. Elle va pas 1 mètre plus loin, comme j'ai des allées de 5 mètres. Et je fais tout carré par carré. Incroyable. 97 enceintes. Incroyable. Et je mets toute la pelouse à 20 mètres du son. Tout le monde rit en même temps, à la seconde. Je joue le Stade de France comme si je jouais une salle de 20 mètres de profondeur. Parce qu'après, facile, j'ai un système pour la basse tribune, j'ai des grosses bananes comme ça, qui sont à 20 mètres de tous les sièges de la basse tribune, et j'ai des bananes en haut qui me font tous les sièges de la haute tribune. J'ai mes 52 000 à 20 mètres du son. Je fais une petite répétition à 1 million d'euros au mois d'avril, puisque tu vois, personne d'autre ne va jamais faire jusqu'à la fin des temps. Plus personne ne tentera ça. Parce que le stade, c'est 1200 personnes. Donc, tu loues le stade, un soir, c'est 1 million. Je mets la bande des 25 000 qui ont déjà acheté leur billet, je les invite. Ils en venez, je fais un petit rodage, un essayage de son. Tout le monde vient, et j'ai une bande qui va jusqu'à 198 mètres du bord de Seine, qui doit faire 50 mètres à peu près de large, et qui va jusqu'au dernier rang du Stade de France. Je les remercie d'être venus. Je mets Laurent Baffy au milieu. Je mets François Rollin à 198 mètres. Et je suis avec mon vieil ami Didier Gustin. On est des amis pour toujours aussi. Et on est sur scène. Et on se met à parler à 3, comme ça. On se parle. Et les rires, ouah, 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 comme ça. Une vanne, un rire, dans la seconde. Là, je suis garanti que je ne sais pas si le plan est assez large, mais je veux dire là, c'est l'orgasme. Il y a le plan assuré. large, ils ont vu. Je me rends compte, et Jean-Jacques Goldman me fait une petite vidéo, il s'excuse parce qu'il n'est pas là. En mémoire de mon Tiki Olgado, je fais passer Tiki sur des écrans qui sont tout petits mais qui fonctionnent. Et je m'aperçois que le son, ça marche. Et là, c'est la grande victoire. La grande victoire. Et c'est la grande victoire, et c'est pas le fait de vendre, encore une fois, 52 000 billets, puisque j'avais vendu 100 000 avec les Zéniths, tu vois, donc c'était facile. Mais après cette répétition, tous ceux qui ont eu la chance d'assister à cette répétition, qui est dans mes bonus de mon DVD d'ailleurs, là ils se sont dit non seulement ça va se faire, mais ça va être un carnage absolu. Là-dessus, je demande, comme je suis pas excessif du tout, je demande à mes mecs de lumière, ils me disent c'est quoi la limite? Patron, ils m'appellent patron pour se foutre de ma gueule, je leur dis no limit. Et il dit attention, no limit, ça va coûter cher. J'ai dit vous m'avez entendu? No limit. La limite,
c'était que Paul McCartney passait 6 jours plus tard au Stade de France et qu'il avait besoin de 2 jours. Donc ma limite, Nicolas, écoute-moi bien, Ouais. c'était de décrocher la lumière que j'avais accrochée en 4 jours et en 4 nuits. 350 personnes ont décroché pendant 4 jours et 4 nuits la lumière que j'avais accrochée. Avec 2,3 millions de recettes, j'avais 4 millions de déficit. Ok ? J'ai 2 écrans de 34 tonnes et de 340 mètres carrés. 340 mètres carrés. Quand ils allument la première fois, on branche, il fait ça, et on fait exploser Saint-Denis. Saint-Denis n'a plus de courant. Tout s'éteint. Ah ouais. Téléphone à l'EDF, parce que le stade fait 800 ampères. Si des électriciens qui nous écoutent, ils vont tomber dans les pommes. Et nous, on a bouclé 2 boucles de 1000 ampères. Donc, l'EDF a été obligé de nous ramener du courant, presque l'équivalent de ce qu'il faut pour Saint-Denis. Tu vois. Incroyable. C'est-à-dire presque 2000 ampères. J'ai 650 Vari-Light, grosses comme ce fauteuil, qui ont une infinité de couleurs, 16 gobos et 40 degrés d'ouverture d'angle. J'en ai 650. Il y a un moment, il y a un mec à la régie, il appuie sur un bouton, et t'as 650 machines, robots, qui viennent te faire un motif quelque part. Et si on regardait Je fais un du feu ciel, d'artifice plus beau que le feu d'artifice des 10 ans du stade qui a eu lieu plus tard. Et je demande l'image satellite aux militaires français. Le préfet est présent parce que j'ai un hélicoptère qui vient la nuit. Imagine, au jour d'aujourd'hui, là, quand je vous parle, un hélicoptère la nuit autorisé à voler à 100 mètres d'une population comme les gens qui avaient au stade. J'ai cette autorisation avec une loupe et une focale 2 fois 800, par exemple. Ça parlera qu'aux professionnels, mais l'après-midi, on fait une répétition, j'arrive dans le stade et je m'allonge les bras en croix au milieu de la pelouse qui était verte, et il partait de mon visage, zoom arrière, tout le stade. C'est une focale Incroyable. insensée, quoi. Et donc j'ai Et ça. vous êtes le seul à avoir fait ça. Oui, le seul. Et si on C'est regardait dingue. du ciel, qu'est-ce que Si ça tu veux. donnait? 52 000 personnes qui font une Ola de 13 minutes. J'ai le record de la Ola du Stade de France. Merci. Hein. Un Quel beau souvenir, Jean-Marie Bigard. Le plus beau, le plus grand. J'ai quand même 44 fois le phare de Tour Eiffel. Tu vois, il y a 4 phares sur la Tour Eiffel, des Tout à optiques fait. comme ça. J'en ai 24 sur le toit, j'en ai 20 en bas. Les militaires me demandent de ne pas monter ces faisceaux trop haut pour ne pas gêner l'aviation civile. Je demande aux militaires d'acheter 1 seconde d'une image satellite, ces militaires qui les vendent, pour la capter, cette image, capter le gâteau de lumière qui est à côté de Paris, qui est mon Stade de France, et le reproduire évidemment dans mes écrans de 340 mètres carrés. Mais je n'ai pas eu l'autorisation des militaires. Et le préfet on s'est décalé de 8 minutes l'arrivée de l'hélicoptère, parce que cet hélicoptère devait venir de 38 à 46. Pas vers 30 à 40. C'était minuté. À la minute près, il venait de telle minute à telle minute, et ça devait tomber sur la fin de mon spectacle, où j'ai quand même fait chanter à 52 000 personnes, poète, poète, coin, coin, quoi. Incroyable. J'ai dit, on est quand même 52 000, on est des adultes, hein. On est consentants, et on Vous va le chanter coin, coin, poète, poète. Voilà. Un coin, 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 poète, 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 poète. Les femmes, tu vois, et après tous ensemble. Grand souvenir, le plus beau de toute ma vie. Quand je partirai pour le crématorium, on dira, c'est le mec qui avait fait le Stade de France. On va continuer à parler de ce beau parcours, Jean-Marie Bigard. C'est vrai que côté théâtre, vous avez joué dans plusieurs pièces, hein, notamment. On a le Bourgeois gentilhomme, on a Clérambert, on a aussi le coup de la cigogne. Oui. Et il est vrai qu'à côté de la scène humoristique, jouer différents personnages au théâtre est venu relativement tard finalement. Bah, c'est-à-dire, Alain Sachs m'appelle un jour et me dit, voilà, je voudrais que tu joues
je suis en train de monter Le Bourgeois Gentilhomme. Et moi, j'ai dit, oui, évidemment, c'est un des chefs-d'œuvre de monsieur Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Mais je lui dis, tu voudrais que je joue quoi? Ben, il me dit, Le Bourgeois. Je dis, c'est une blague. Il me dit, non, 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 c'est pas une blague. Me voilà à la librairie en train d'acheter Le Bourgeois et Gentilhomme. J'imagine. Et juste, je compte rapidement que j'ai 635 lignes de texte. Inapprenable! Parce que la prose de Bourgeois Gentilhomme, après Marivaux, on va dire que c'est le texte le plus inapprenable qui soit. Les alexandrins, ils servaient à quoi? À retenir le texte. Tu retombes toujours sur tes pieds, si j'ose dire, que tu en as 12, par exemple, hein, ou 6, selon que c'est en alexandrin ou en vers. Et donc, me voilà parti. Répétition, avec la pression qui monte, les costumes. Moi, je mets la main dans la poche tout de suite. Je deviens le producteur. Tu vois, je commence par faire un petit chèque d'1 million d'euros pour payer une partie des costumes et du décor. Je sais pas si tu vois. Je me mets sur le dos encore un truc absolument infernal. On a joué 110 fois au Théâtre de Paris, plein à craquer, salué par la Comédie Française, qui est venue donc voir et qui s'est aperçu que je le faisais mieux que quiconque à la virgule. À la virgule, ça veut dire ho ho ho. C'est pas ho ho. Hein. S'il y a 3 O, il y en a 3. T'as quand même des mamies au premier rang avec le livret qui regardent si t'as fait ha 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 comme tu viens de faire ou ha ha. Oui, moi tu vois, j'en ce fais qui est 3, complètement différent. Tu vois, ils sont là, ils regardent. Ouais. Et même des gens qui ont joué Le Bourgeois Gentilhomme à la Comédie Française. Donc c'était une aventure merveilleuse et un challenge plus fort que le Stade de France qui... Le challenge, comme tu l'as compris, était plutôt technique. C'était pas de jouer. Mon spectacle, je le connaissais par cœur. Tu vois, tandis que là, jouer le chef-d'œuvre, essayer d'avoir sa carte de comédien de théâtre en jouant la pièce de Molière qui raconte l'histoire d'un mec qui voudrait avoir la carte tu vois, qui n'est qu'un bourgeois, mais voudrait avoir la carte de la noblesse de l'époque. Donc je joue ce vers quoi je veux aller, m'acheter cette carte, qu'on puisse plus jamais dire, ah ouais, mais Jean-Marie Bigard, est-ce que c'est un comédien de théâtre, par exemple, ou de cinéma? La question ne se pose plus quand tu as fait 6 mois plein à craquer, 1200 personnes tous les jours. Ça a dû énerver pas mal les gens, d'ailleurs, mes collègues aussi, parce que ça fait chier de voir un mec qui réussit une performance technique normalement qui n'est pas jouable, et puis ensuite il s'attaque au répertoire de la Comédie Française, et il joue d'une manière très moderne ce Bourgeois Gentilhomme avec des petits gosses, des gamins, pas des gosses, hein, des adultes, hein, du 9-3, qui viennent faire sur la musique de Lully à la note, tu vois, plus vite, mais comme ça, qui dansent en hip-hop sur la musique de Lully, travaillée par Patrice Perrieras. Donc, au bout de 4 ou 5 représentations, je me souviendrai toujours qu'Alain Sachs, il est venu dans ma loge et il n'avait pas les mots, il n'a que pleuré. Et voilà. Il m'a dit, tu es extraordinaire. Je ne pouvais pas penser voir ce que j'ai vu ce soir. Donc, t'imagines, encore un grand, grand moment de bonheur. Vous avez eu également quelques expériences en radio, mais une grande expérience, notamment dans l'émission On va se gêner, l'ancienne émission de Laurent Ruquier. Bien sûr. Récemment, vous avez rejoint les grosses têtes, donc retrouvé oui, tout à fait, oui. Laurent Ruquier sur RTL. Avec grand bonheur, d'ailleurs. Avec grand bonheur, ce n'était pas une trahison, hein, c'était plus... J'avais des petits soucis d'argent et... Europe 1 à l'époque, pour me garder, Avec Cyril ils m'ont dit, Hanouna après. Ouais, ils m'ont triplé, ils ont ajouté un zéro, tu vois, à mon salaire, et du coup, pas exactement, c'est un peu trop ce que je dis, mais disons que ça m'arrangeait bien donc de faire la saison et de rester les pieds dans le plat. avec Cyril Hanouna, donc, qui avait pris le créneau.
Et puis ensuite, j'ai rappelé Laurent, je lui ai dit, beaucoup de tristesse, on m'envoie encore. On m'a envoyé un coup par téléphone, une blague que je raconte. Il y a Isabelle Motro qui est à côté de moi, à l'époque de On va se gêner. Et je reçois ça et je raconte une blague, je la raconte très bien. Isabelle Motro se fait charbonner à côté de moi, très bien. C'est un Stradivarius, quoi, cette blague. Et j'entends le rire de Laurent, qui me dit c'est la plus drôle que j'ai jamais entendue. Et j'appelle Laurent et je lui dis je t'ai entendu rire sur une blague qu'on m'a envoyée. Ça m'a tellement rappelé le bon temps que je voulais juste te faire un gros bisou. Et il m'avait dit j'ai déjà parlé à la station pour éventuellement ton retour. Et ça s'est concrétisé. Je suis donc avec joie de retour et je suis très fier d'être une grosse tête parce que Laurent, il a élevé vraiment si tu veux, cette émission. Le niveau. Et tout d'un coup, c'est un vrai club. Et si tu veux faire partie de ce club, tu ne dois pas être à la recherche, tu viens pas pour cachetonner, quoi, aux grosses têtes. Tu viens parce que tu mérites ton siège aux grosses têtes. Et c'est pas rien, et j'en suis très fier. Et aujourd'hui, on vous retrouve avec votre spectacle qui s'appelle Nous les femmes. Alors c'est vrai que c'est un 2 en 1. C'est mon 10e spectacle. Et le premier, One Woman Show, Ouais. Jean-Marie Bigard. Expliquez-nous en première partie. Alors déjà, le premier truc à expliquer, c'est que je numérote mes spectacles pour faire chier tout le monde. Parce que je connais trop d'artistes qui disent nouveau spectacle, et puis en fait il y a quand même la moitié de l'ancien. Ouais. Et puis au bout de 15 représentations, il y en a même plutôt les 3/4, parce que les nouveaux sketchs ne marchent pas. Moi c'est mon 10e spectacle entièrement nouveau. Donc quand je le dis le soir, je vais vous faire un rappel inédit comme tout le reste de ce spectacle. Et je dis on n'est pas nombreux, je suis le seul. C'est simple, ne cherchez pas, je suis le seul. Ou si toi tu as un nom, tu peux essayer de m'en donner un. Je suis le seul mec à avoir fait 10 vrais nouveaux spectacles, intégralement nouveaux. C'est-à-dire tout foutre dans la poubelle, il faut avoir une grosse paire de couilles, tout mettre dans la poubelle, reprendre 2-3 carnets tout blancs et de dire voilà c'est quoi. C'est des inédits. C'est quoi mon 7e, c'est quoi mon 8e, c'est quoi mon numéro 9, c'est quoi mon numéro 10. Et numéro 10, je suis déjà en train d'écrire. Et j'ai un pote que je veux citer, qui s'appelle Alil Vardar, qui a donc le Palace, et qui a écrit des pièces fantastiques, qui joue 10 ans, 12 ans, Le Clan des Divorcés, 10 ans de mariage, et Abracadabranche, qui se joue en ce moment au Palace. Il joue d'ailleurs en matinée, il joue le soir, des fois il joue la deuxième séance, il joue des fois 3 fois dans la journée. C'est un type formidable, extrêmement drôle. Et un matin, il m'appelle, on fait copain parce que ma femme Lola joue dans 10 ans de mariage avec lui. On devient les meilleurs amis du monde. Et un matin, il m'appelle et je crois beaucoup aux idées du matin. Je crois que la nuit, il porte conseil vraiment. Et il me dit, voilà, j'ai rêvé toute la nuit que tu faisais un gigantesque pardon aux femmes. Et je lui dis, mais c'est une idée merveilleuse. Je vais faire mieux que ça. Il me dit, c'est-à-dire, je dis, je vais être une femme. Il me dit, t'es sûr? C'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Ouais. Je dis, oui, avec le cul, les nichons, la robe rouge, je vais être une femme. Et l'idée, je remercie Alil, si tu me regardes, je t'embrasse, il me donne cette idée, me voilà parti, et donc je me suis amusé à faire la première partie de mon spectacle numéro 10 en femme. Fait 35 minutes en femme, et après... Écoute, que je reviens en mec sur la musique de Rocky, la salle m'applaudit comme s'ils ne m'avaient jamais vu de la soirée. Ils font « Ah, ça y est, il est de retour !» Ouais. Et moi je dis « Alors, elle vous a plu la grosse ?» Et on est reparti pour un tour, 100% testostérone, et c'est, je tiens à le dire solennellement, mon meilleur spectacle. C'est le meilleur spectacle de toute ma carrière. Après 30 ans, comme quoi, il ne faut pas désespérer. Grâce aux réseaux sociaux aussi, on se rend davantage compte. Les réseaux sociaux, tu vois les mecs, tu vois les commentaires, tu y vas quand tu veux. Les mecs disent, moi j'en ai vu 4, moi j'en ai vu 6, moi je les ai tous vus. Celui-là est le meilleur spectacle de Bigard. C'est ce qu'on lit, effectivement. Également le film Vive la crise, Jean-Marie Bigard. Oui, Vive la crise, ça sort le 10 mai.
Hein, donc, on ne sait pas tellement dire s'il est déjà sorti ou si il va sortir, hein, mais on va dire que ce film est sorti le 10 mai et c'est un film d'amour très un peu futuriste, qui est un peu dans le futur. Et quand je vais faire la projection en ce moment de ce film, qu'on va dans différentes villes en France, je dis aux gens, il faut savoir que c'est drôle, hein, le film est drôle, hein, de toute façon. C'est un film d'auteur, on dirait, drôle, mais qui n'est pas tellement classable. C'est un ovni qui nous dit, les gens, l'humanité attend la fin de la guerre, une fois que toutes les maisons sont par terre, quand toutes les personnes n'ont plus rien, plus de bien, alors on redevient des êtres humains formidables. La solidarité est là. On dit, allez, on va refaire la maison de Paul, après celle de Jacques, et puis celle de Max, qui est là, avec nous. Et donc, on attend, et ce film, eh ben, il nous incite à nous dire, mais entraidons-nous dès maintenant, n'attendons pas le chaos pour s'entraider. Donc ça respire un peu, vive la crise, ça respire un peu une époque formidable. Tu te souviens de ce film Bien avec sûr. Junio, Montiki Olgado qui est au ciel et qui nous écoute. Tu vois, c'est un vrai film d'amour, d'entraide. C'est des gens qui sont tout d'un coup virés par des ordinateurs. Ça respire un peu Brésil, toute proportion gardée. Brésil de Terry Gilliam, hein, c'est l'ancien des Monty Python, qui est pour moi, depuis les hommes préhistoriques, donc je remonte même avant l'invention du cinéma, qui est le film, mon film préféré, celui que j'emmène sur l'île déserte. Si je n'ai droit qu'à un seul film, j'emmène Brésil. Parce que c'est exactement ça. Brésil, c'est la logique administrative qui vient à bout, même de l'amour, de nos rêves. De nos rêves. Tu vois, et ce qui est normalement absolument impossible, quoi. Eh bien, vive la crise, ça respire ça, quoi. Les gens sont virés très vite par des ordinateurs qui décident que c'est mieux de virer lui ou elle parce que ça coûtera moins cher. C'est la loi du pognon et des ordinateurs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dirigés, ce que les Français détestent, c'est que il y a un mec à Bruxelles qui appuie sur un bouton. T'as pas élu ce mec-là, tu le connais pas, tu vois pas sa gueule, mais lui, il décide qui te ruine ou qui te vire. C'est ça que les Français ne supportent pas et c'est ce que tous nos hommes politiques ne comprennent pas. Et donc, ces gens-là qui sont virés par des ordinateurs, ils se rebaptisent, ils se retrouvent dans la rue. Moi, je m'appelais Étienne de Quatrebœuf, qui est un vrai nom, hein. C'est un cousin de la famille de Jean-François Davy, le réalisateur, qui s'appelait comme ça, c'est pour ça qu'il a repris ce nom. Et je m'appelle tout d'un coup, je suis rebaptisé par Jean-Claude Dreyfus, qui s'est fait appeler Michel Montaigne, puisqu'il habitait avenue Montaigne, puis comme il est viré, il dit avant j'avais un appartement ici, maintenant j'ai toute la rue. Elle est à moi. J'habite avenue Montaigne, on l'appelle Montaigne. Ça devient le meneur de ce petit groupe, et il me rebaptise Étienne de la Boétie, et nous sommes contents d'être la réincarnation de ces deux intellectuels, écrivains, des grandes plumes, des grands êtres libres, et à tel point que on fait jouer dans une grande surface, on a débouché des bouteilles de pinard, et puis on les goûte. Et donc sur les écrans de contrôle, le directeur du magasin, il voit ça, il arrive, il dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» On dit « On goûte !» Il dit « Comment ça, vous goûtez ?» Il dit « Oui, on a le code civil avec nous, article 1587 du code civil, qui n'a toujours pas été abrogé, et qui dit qu'on a le droit pour les vins, les huiles et quelques autres produits de goûter avant d'en faire l'achat. Donc ils sont en règle. D'accord. Il dit on ne peut pas appeler les flics, mais elle a été abrogée depuis. Depuis, avant mince. Oui, parce que sinon ça aurait été le lendemain de la sortie du film, c'était la foire. Tout le monde était dans les grandes surfaces en train de bouffer et de picoler. C'est ce qu'on fait. Nos personnages font ça, c'est très joyeux. On met les tables, on met les toiles cirées et tout, hop, les bouteilles, tiens, goûtez celui-là, il est super. Celui-là, il débouche des boîtes de crabes et ils se mettent à bouffer. Donc, évidemment, la presse s'en empare, les médias s'en emparent, journal télévisé. Il y a des gens qui sont dans une grande surface, ils n'ont toujours pas passé la caisse, ils mangent, ils sont dans leurs droits. On devient des héros et
on fabrique presque sans le vouloir un contre-pouvoir à la dictature des ordinateurs. C'est cette histoire de ce film, et avec une espèce de petit surréalisme à l'intérieur. On a Valentini, donc le dernier mec vivant des tontons flingueurs, on va dire. C'est un des tueurs de Lino Ventura. C'était ce comédien italien très beau, tu vois, un peu sombre, les cheveux bruns et tout, qui est un vieillard maintenant, mais super dynamique, quoi. Il est censé être l'auteur de ce film. Et de temps en temps, il peut venir faire un petit miracle. Donc c'est un film qui n'est pas classable, mais qui mérite d'être vu simplement pour ressentir ce que pourrait être le monde de demain si on nous laissait un peu tranquille. Pas gagner plus de fric, mais qu'on nous laisse être un peu heureux. Donc c'est un hymne à la joie de vivre, et donc je vous conseille tous d'aller le voir, bien sûr. Alors maintenant, je suis très bien dedans. Ouais, je vois ça. Avec Lola. Et Lola qui est le premier rôle Votre féminin. épouse, Lola Marois Bigard. Maintenant, Jean-Marie Bigard, je vais vous poser quelques petites questions pour vous connaître différemment. Vous êtes d'accord? D'accord, je suis d'accord. Tiens, si vous étiez une affiche, laquelle serait-elle? Pas la mienne, bien sûr. Hein. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas, peut-être ma toute première affiche signée Georges Walinski. Êtes-vous plutôt boxe ou ping-pong? Je suis plutôt boxe, et si je peux faire une petite parenthèse, je suis assez arts martiaux mixtes. Le fameux MMA qui est interdit en France. Tout à fait. C'est-à-dire c'est un octogone où des gens s'affrontent karaté, avec boxe, plusieurs, évidemment, cordes à leurs arcs, si j'ose dire. Ce sont tous des judokas, des ceintures noires de jiu-jitsu, de boxe anglaise, de lutte, de machin. Tous ces arts martiaux sont mélangés et ils s'affrontent. Et je suis fou de ça. Vous aimez ça? Et j'enregistre. Et c'est sur SFR Sport, pour ceux qui l'ont. Et c'est magnifique parce que ça consacre des vrais champions qui ont été tous des champions dans leur discipline, que ce soit la boxe anglaise ou tu vois, ou taekwondo, enfin, toutes les disciplines de combat qui ont été des champions ou des champions du monde ou des champions olympiques et qui ont appris d'autres disciplines pour pouvoir s'affronter avec d'autres types. Et c'est assez fascinant, quoi. Si tu veux, après, quand tu regardes un match de boxe normal, tu as l'impression que c'est un concours de tricot avec beaucoup de longueur, quoi. Beaucoup de longueur, et tu te fais chier. À côté du MMA, c'est sûr. Ouais. Dans la vie, êtes-vous bricoleur à la maison? Je suis pas mal bricoleur. Je ne suis pas un bon bricoleur. Mais on essaye. J'ai très envie de bricoler, tout le temps. Donc, je m'y mets et j'y arrive jamais. J'ai jamais des résultats très satisfaisants. Mais je suis assez fier que j'ai percé un trou, j'ai mis une entretoise, et puis que j'ai réussi à mettre un tableau au mur. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai fait le Stade de France. Une deuxième fois. Ouais. Maintenant, Jean-Marie Bigard, je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous. D'accord, je la regarde. Pour regarder droit dans les yeux tout ce public qui vous suit depuis des années, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à ce public? Il n'est pas mort, il est toujours là, il bande encore. Ok, hein, donc n'hésitez pas à venir voir si je passe par chez vous, et je vais passer forcément par chez vous, puisque d'ici la fin 2017, j'aurai fait en tout plus de 330 représentations de nous les femmes. Donc à un moment ou à un autre, je vais être à 30 km de chez toi, donc viens me voir, viens respirer le bonheur que je vais te donner. Ok, je m'adresse aux petits trous du cul et aux petites gazelles. Voilà, ça c'est dit comme ça. On est sûr qu'ils viennent vous voir comme ça. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Marie Bigard. De rien, Nicolas, quand on nous. peut aider son prochain. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous dans le portrait. C'est un véritable plaisir. Merci, Nicolas. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Le portrait de la semaine, c'est terminé. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Prenez soin de vous.